J'ouvre tout de suite le second débat de ce Sens Public. Vous le savez, le plus souvent possible, on choisit de le décaler volontairement de l'actualité du jour. Je vous propose de remonter 8 mois en arrière. Le 30 octobre, Lula était réélu, revenait d'une certaine façon, promesse d'un retour au pouvoir au Brésil. Il était à ce moment-là rapidement félicité par tous les dirigeants occidentaux, Emmanuel Macron en tête. Depuis, ils sont nombreux à avoir déchanté. Pourquoi le président brésilien a-t-il tant de mal à tourner la page? Bolsonaro veut-il s'affranchir? Peut-il s'affranchir de ses puissants alliés russes et chinois? Avant d'en débattre, les raisons de la déception avec Jérôme Rabier. Les attentes étaient grandes après 4 années de présidence de Jair Bolsonaro. Mais les premiers mois de Lula, revenu à la tête du Brésil pour la 3e fois, sont plutôt décevants. En raison, sur le plan intérieur, d'un système politique où il faut trouver de nombreux alliés et donc faire des concessions sur son programme. L'exécutif est en permanence soumis à un chantage de la part de la Chambre des députés pour faire passer ses projets et a dû détricoter une bonne partie de ce qu'il avait prévu de faire, notamment sur le plan de l'environnement et des droits des indigènes du Brésil. Mais la principale déception, c'est le positionnement international du président brésilien. En avril dernier, il place sur un pied d'égalité Russie et Ukraine. Le président Poutine ne prend pas d'initiative de paix. Zelensky ne prend pas d'initiative de paix. L'Europe et les États-Unis ont fini par contribuer à la poursuite de cette guerre. Une prise de position dénoncée aux États-Unis et en Europe qui protestent, mais finalement sur la scène intérieure, peu de Brésiliens sont choqués. Lula a toujours refusé de s'aligner, en particulier sur les positions américaines. Et le Brésil fait partie de cette grande partie du monde qui se sent humilié par l'histoire et qui n'entend plus être dans une position d'infériorité. Et tant qu'on n'a pas compris ça, il n'y a que chez les Occidentaux, il y a une naïveté des Occidentaux à penser que Lula allait être reconnaissant pour le soutien dont il a bénéficié au moment de sa réélection et au moment des tentatives de coup d'État du 8 janvier. Membre des BRICS, ce groupe de pays émergents qui réunit Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, Lula défend d'abord les intérêts du Brésil et peut désormais se targuer d'être un des rares dirigeants à être reçu en grande pompe aussi bien à Pékin qu'à l'Élysée, quitte à écorner son image, en particulier en Europe. Je vous présente tout de suite mes invités. François-Michel Le Tourneau, bonsoir. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, géographe spécialiste du Brésil et de l'Amazonie brésilienne. Virginie Jacobert-Gelavoué, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes journaliste aux Échos et auteur de ce livre « Brésil, voyage au pays de Bolsonaro », paru aux éditions du Rocher. J'accueille Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, journaliste spécialiste en relations internationales, éditorialiste chez nos confrères de France Inter. En duplex, avec nous également Bruno Meyerfeld, qui est correspondant du Monde à Rio. Bienvenue à vous et auteur de ce livre, ce cauchemar brésilien paru chez Grasset. Émilie Zapalski, évidemment, est restée à mes côtés. François-Michel Le Tourneau, est-ce que vous employez ce mot de déception, vous, quand vous analysez? Alors, il y a 8 mois qu'il a été élu et ça fait 6 mois qu'il est au pouvoir, Lula. Oui, non, d'abord, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer un bilan. Lula a fait des choses. On le voit moins à l'international parce qu'on est très crispé sur la question de la guerre en Ukraine et de sa posture qui ne nous plaît pas autant qu'on aimerait. Mais il y a des petites choses qui avancent et surtout, je pense qu'il faut regarder dans le rétroviseur et regarder ce qui se passait en 2003. Les 6 premiers mois de Lula n'ont pas été un lit de roses et c'est après que la dynamique s'est lancée. Donc il est en train de construire sa coalition. C'est difficile, personne ne dit le contraire. Mais je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Évidemment. Virginie Jacobert-Gelavoué, si on focus un peu sur les résultats économiques, il a été élu notamment sur une promesse de réduction de la pauvreté ou de lutte contre la pauvreté. Est-ce que ces résultats sont déjà là et est-ce qu'il a la marge de manœuvre pour avancer dans ce cadre-là? Il ne l'a pas, il n'a pas de marge de manœuvre. En fait, c'est tout le problème, c'est qu'avec le poids qu'a le Congrès, en fait, on peut presque dire, c'est un peu exagéré, parce que c'est difficile de comparer les systèmes, mais je pense que
de notre côté, il faut aussi qu'on comprenne que c'est un peu comme si il était en cohabitation, quoi. Il faut vraiment dire ça pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le régime présidentiel au Brésil, le poids de ce Congrès qui est resté conservateur, et donc ça fausse toute la donne. J'aimerais quand même revenir sur un point, parce que c'est vrai que la déception, on l'a beaucoup souligné d'un point de vue de politique internationale, sur ses prises de position, effectivement, sur le conflit en Ukraine, dont on va certainement reparler. Je pense qu'il y a quand même un point qui me semble assez important depuis son mandat du côté de la déception, c'est que d'abord, je pense que déception, elle est quand même à géométrie variée, parce qu'il a été élu, finalement, c'est une courte victoire. En plus, c'était un gouvernement de coalition. Lui, il a plutôt mis barre à gauche, parce que je pense que justement, comme il a du mal à manœuvrer avec le Congrès, en tout cas, et puis surtout lui. Alors, ce qu'on voit quand même dans ce positionnement très à gauche, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas vraiment changé de logiciel, ce qui peut sans doute poser problème. Et juste sur l'histoire de la déception, j'aimerais juste revenir sur une chose qui me semble importante, c'est que, en fait, dans son début de mandat, il n'y a pas eu le phénomène, ce qu'on dit toujours les 100 jours, vous commencez l'état de grâce. Voilà, l'état de grâce. Mais en revanche, il a eu quand même son moment où la terre entière, quand même, était là pour le soutenir. On l'a vu, tout le monde, les États-Unis, tout le monde, toutes les démocraties. C'est évidemment, bien évidemment, les réactions à la suite du 8 janvier, donc les émeutes à Brasilia, le choc psychologique d'une démocratie attaquée, et très honnêtement, pour avoir un peu enquêté sur ces réseaux, on est un peu dans c'est très similaire à ce qui s'est passé à la prise du Capitole. Donc toute cette image politique internationale, elle était quand même très valorisante. Alors on y reviendra sur l'Ukraine et l'image internationale. Anthony Bélanger, est-ce que effectivement ce Lula 2022, il est très différent de celui qui avait quitté le pouvoir en janvier 2011, il y a eu des épreuves, il y a eu la prison qui est passée par là. Et on parlait de logiciel, est-ce que finalement il n'a pas eu un peu de mal à se mettre au logiciel des années 2020 Moi j'ai toujours dit, il a été pas très bien élu quand même, faut l'imaginer. Il a eu la différence entre Bolsonaro et lui, c'est à peine 1,5%. C'est la plus faible marge entre deux candidats à la présidentielle. Il a 77 ans, il ne contrôle pas le Parlement, on l'a dit, qui est largement conservateur. Et moi j'ai toujours dit que c'était un candidat par défaut, c'est-à-dire qu'il avait besoin probablement d'une revanche personnelle, mais effectivement il n'a pas changé de logiciel. L'homme qu'il était au milieu des années 2010 est le même qui arrive aujourd'hui au pouvoir. Mais le monde a changé entre-temps. Et le monde a changé, et notamment dans la façon, sur deux points. Le premier est le point économique, c'est-à-dire que quand il a quitté son premier mandat ou son deuxième mandat, c'était un monde qui envisageait effectivement de signer avec le Brésil et le Mercosur, c'était le Brésil, l'Argentine, ces énormes puissances agricoles. Traité de libre-échange, on y reviendra en détail aussi. Traité de libre-échange, premièrement. Et deuxièmement, le monde a changé parce que les BRICS à l'époque étaient les New Kids on the Block. C'était ceux que tout le monde accueillait quasiment avec, commençait à ajouter les PIB des uns et des autres pour dire voilà, c'est les nouveaux du. Alors BRICS, c'était dans le sujet de Jérôme Arbin, mais je rappelle Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. On pourrait faire le détail de ces pays-là, et on verrait aujourd'hui qu'une partie d'entre eux sont en faillite, une autre partie sont en guerre, et une troisième partie sont attentistes, ou du moins essayent même. Et donc, du coup, le Brésil de Lula ne peut pas reprendre la même logorée qu'il avait à l'époque où il a quitté son deuxième mandat. Bruno Meyerfield, que dit l'opinion brésilienne? Tiens, parce que c'est vrai que vu d'ici, avec un prisme très occidental, on parle de déception. Que disent les Brésiliens? Il n'y a pas eu d'état de grâce, nous disait Virginie Jacoverger-Lavoué. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas eu d'état de grâce, mais c'était assez peu prévisible, assez peu possible, cet état de grâce, vu la manière dont il a été élu. Alors, que disent les Brésiliens? Aujourd'hui, on a une opinion publique qui est plutôt sur l'expectative. On a 38%, je crois, des Brésiliens qui approuvent l'action de Lula, ce qui n'est pas énorme, surtout si on compare avec les 85% de popularité qu'il avait eu à la fin de son second mandat. Cependant, 38%, c'est pas non plus infamant, surtout vu le niveau de polarisation qui existe aujourd'hui au Brésil. 6 mois, c'est peu pour tirer un bilan et dire exactement ce que les uns et les autres pensent. Ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas eu d'unanimisme, il n'y a pas eu d'état de grâce après le 8 janvier, après l'invasion des palais de Brasilia. Lula n'a pas su en bénéficier, je pense pour 2 raisons. La première, c'est que le rejet du Parti des travailleurs et la peur
de la gauche, des politiques de gauche est encore très présente au Brésil après les années Bolsonaro et continue de l'être. Et la deuxième, c'est qu'il n'a pas encore réussi à avoir de grands résultats économiques. Il est en train de relancer tout un tas de programmes sociaux. Il a une politique assez prudente. Moi, je dirais pas qu'il a une politique très à gauche du tout. Il essaie de jouer sur les prix du pétrole, d'attirer des investissements étrangers, mais on n'a pas eu de choc économique lié à l'arrivée de Lula, et c'était d'ailleurs très prévisible en réalité, même si les équipes du Parti des travailleurs jouaient beaucoup dessus. Le pari de Lula aujourd'hui, c'est d'avoir à partir de l'an prochain une grosse croissance économique, une vraie reprise, en particulier de la consommation, pour pouvoir financer des programmes sociaux et restaurer sa popularité et celle de la gauche. François-Michel Le Tourneau, vous vouliez intervenir? Oui, non, juste pour venir en contrepoint de cette idée de la déception. Bon, déjà, le pays n'a pas explosé quand Lula est revenu au pouvoir. Comme vous dites, il a été mal élu, etc. Mais donc, finalement, il y a une habilité derrière ça. Et le deuxième point, c'est que, comme le disait Bruno Meyerfeld, Lula est prudent. Il va petit à petit. Il est en train de négocier avec le Congrès un pacte qui va lui permettre de regagner des marges de manœuvre sur le plan budgétaire. Parce que pour le moment, en fait, le gouvernement Bolsonaro, excusez-moi de l'expression, mais a cramé la caisse. Et donc, du coup, il a besoin de trouver ses marges. Et après, il pourra financer ses programmes sociaux. Et j'en reviens à 2003. Même situation. D'accord. Moi, il me semble qu'on a des attentes énormes, en fait, par rapport à ces figures politiques qui arrivent après les populistes. Joe Biden, c'était pareil, finalement. Ils peuvent pas tout. Ils peuvent pas tout parce que, comme vient de le dire, là, on se méfie de la gauche. Il y a eu des traces, en fait, qui ont été laissées par Bolsonaro, ses équipes, la mentalité, la façon de mener la politique, de la même façon que Trump a laissé des traces et qu'on a un Joe Biden qui est très protectionniste, qui a quand même des accents qui restent proches, en fait, de sa politique. Donc, on attend comme un revirement, comme si naturellement le pays reprenait son paysage politique d'avant et qu'il était prêt à suivre ses orientations. À mon avis, c'est beaucoup plus dur, c'est des attentes démesurées et peut-être qu'on doit s'habituer justement à ce qu'il y ait ces traces-là, puisqu'en Europe aussi, on a des nationalistes et des populistes et peut-être qu'un jour, ils changeront et ça ne reviendra pas naturellement comme avant. Et puis, on l'a évoqué avec des pays en plus qui restent fracturés, qui l'ont été par ces épisodes et qui le restent après. Je vais vous redonner la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on se concentre maintenant sur le dossier ukrainien, puisque c'est évidemment l'un des dossiers importants dans le bilan qu'on peut faire des 6 premiers mois de présidence Lula. Sur ce dossier, tiens, je vous propose un extrait d'une réaction du président brésilien. Il était en visite en Chine, c'est quasiment au terme de cette visite. Écoutez ce qu'il dit des États-Unis. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix afin de convaincre Poutine et Zelensky que la paix est dans l'intérêt du monde entier. Alors là aussi, Virginie Jacobberger l'avouait, c'était illusoire d'imaginer, enfin autre chose. Si on reprend l'histoire peut-être du Brésil, mais aussi du Parti des travailleurs de Lula, c'est un parti qui a... Alors j'allais dire jamais, je ne suis pas assez connaisseur de l'histoire du Brésil pour être aussi affirmatif, mais rarement été aligné sur une position américaine ou atlantiste. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis surtout, lui, c'est sa position au-delà du Parti du travailleur. La position de Lula, c'est ses convictions. Et il ne manque pas de le rappeler. Au-delà même, on le voit aussi dans son rapport avec la Chine. Voilà, et surtout avec quand même la confrontation avec les États-Unis. Ceci étant, je pense que quand même sur le conflit en Ukraine, où il y a quand même une grande déception internationale, c'est vrai aussi parce qu'il y avait cette image après la prise d'assaut de quand même un symbole qui représente quand même les valeurs démocratiques. Voilà, c'est pour ça aussi que tout le monde l'a soutenu. Les démocraties l'ont soutenu, il pourrait être dans le camp des démocraties. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le seul aspect qui, dans ce logiciel, qui effectivement est quand même un peu ancien, moi je rejoins tout à fait cette idée qu'il est un peu... Il essaye de prolonger le dernier mandat et le monde a changé entre-temps, donc ça c'est un vrai problème d'un point de vue géopolitique, mais quand même, il y a un point où peut-être il a quand même évolué, c'est qu'il sent bien quand même que le monde est en train de changer, et notamment sur le fait qu'il joue un peu sur ce rôle, il aimerait bien être un des piliers de ce monde du Sud, ce qu'on appelle globalement, et c'est très caricatural, du Sud, et être surtout le leader en Amérique du Sud, qui soutienne comme ça cette nouveau, parce qu'on voit bien qu'on n'est plus dans le monde totalement bipolaire où on était avant. Après, sur ces liens avec Poutine, vous voyez bien
et d'ailleurs ça a été, très honnêtement, sa communication, je pense qu'elle a été quand même assez catastrophique de par ses positions dès le début du conflit ukrainien. Et après, de la même manière que Bolsonaro était venu avant le conflit voir Poutine, parce qu'une des raisons, c'est quand même l'agro-business, c'est récupérer des engrais des Russes. Donc il y a vraiment des vraies raisons au-delà du marxisme, de tout cet aspect idéologique. Mais on sent bien que dans son positionnement, il a quand même été... Enfin, c'est bien de dire le Brésil est souverainiste, il est quand même loin de la neutralité. Il prend tout le temps position, et même si officiellement, on dit c'est le principe de souveraineté, c'est de la neutralité. Écoutez, je ne vois pas en quoi c'est de la neutralité quand vous ne reconnaissez pas ce qui a été le cas plusieurs fois. Et depuis, d'ailleurs, son discours a changé. Mais au départ, il n'a cessé de faire des déclarations en renvoyant les responsabilités de Zelensky et de Poutine sur la même ligne, ce qui est quand même, qui a pour un certain nombre de raisons, nous choque. Est-ce qu'il y a effectivement, vous venez de l'évoquer rapidement, mais je voudrais qu'on creuse cet aspect, une dimension économique, c'est-à-dire que alors je vais être un peu binaire, mais est-ce que Lula a plus besoin de la Chine ou de la Russie que des États-Unis, par exemple ? Oui, alors je ne le dirais pas exactement comme ça. Bon, la première chose, c'est que quand on dit la position de Lula nous choque, la question est qui est ce nous ? Nous, l'Europe occidentale, elle ne choque ni les Chinois, ni les Indiens, ni la plupart des pays africains qui ont exactement la même. Donc en fait, la déception, elle vient du fait que nous pensons dans un clan, dans une position morale inattaquable, et nous aimerions que le Brésil nous rejoigne. Ils ont des vues différentes sur ce problème. Et donc, est-ce que ces vues s'expliquent aussi par cette dimension économique dont je parlais ? Elle s'explique aussi par cette dimension économique, parce que le Brésil, et d'ailleurs on en parlera avec l'accord avec le Mercosur, mais le gros du commerce brésilien aujourd'hui, c'est la Chine. Et donc, du coup, nous ne pèsons plus suffisamment sur l'économie brésilienne pour être en mesure soit d'exiger des concessions diplomatiques, soit des concessions économiques, ce qui est un premier point. Mais pour revenir sur la posture morale, je suis désolé de revenir toujours en 2003, mais en 2003, quand l'Irak est envahi, le Brésil dit exactement la même chose que ce que Lula dit aujourd'hui sur l'Ukraine. Sauf que nous, Français, nous étions dans le même camp. Voilà. Donc, du coup, ça nous choquait beaucoup moins. Intéressant. Pour bien comprendre ce qui se passe, en fait, avec des pays comme le Brésil, il ne faut jamais oublier que le Brésil est un géant avec 200 millions d'habitants et qu'il n'a plus l'intention de se faire humilier. Il n'a plus l'intention de se faire traiter, soit par le président Macron en lui disant il faudrait peut-être que tu résolves ton problème avec l'Amazonie, ou en se faisant claquer la porte par l'Union européenne quand il s'agit d'un traité de libre-échange que le Brésil essaye de négocier depuis 10 ans pour le compte de ses adversaires. Donc c'est exactement ce que Bertrand Badi, ce grand géopoliticien, expliquait dans Le Temps des humiliés. Le temps est venu de ces pays qui ont été humiliés pendant tout le XXe siècle, et qui n'ont pas eu la parole, et qui sentent qu'aujourd'hui ils ont un moyen de contrebalancer la première puissance mondiale, les États-Unis, notamment en prenant langue avec la Russie et l'Inde et la Chine. Et surtout, plus question pour eux de se faire donner la leçon par des petits présidents. Quand on est un petit président d'un pays de 60 millions d'habitants, c'est-à-dire 3 fois moins peuplé que le Brésil, eh ben on la ramène pas. Tiens, justement, on est poli avec le monsieur. On va en parler tout de suite, Émilie. Les relations compliquées entre Emmanuel Macron et Lula, dites-nous tout. Oui, la ligne de crête est difficile à trouver avec le président brésilien Lula. Les choses ont plutôt bien commencé avec la joie d'Emmanuel Macron qui avait été affichée après la victoire de Lula en octobre 2022 face au populiste Bolsonaro. En témoigne la vidéo qu'il avait publiée sur son fil Twitter. Comment ça va, Président ? Félicitations ! Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection. C'est pour nous une formidable nouvelle. Alors, le ton est très amical, c'est presque surjoué, tutoiement, félicitations, tout en triant des papiers, ça c'est plus étrange. On voit comme deux amis qui se retrouvent. C'est vrai qu'on était plutôt habitué à Jean-Luc Mélenchon dans ce rôle avec le président Lula. Alors, cet ancien nouveau président, il a quand même des beaux projets côté environnement. En tout cas, l'intention est là sur la lutte contre la déforestation, à l'opposé évidemment de son prédécesseur. Et c'est une lutte dans laquelle Emmanuel Macron a décidé depuis un moment de s'inscrire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'été 2019, il avait dit « Notre maison brûle littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète, qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. Et peut être posé à côté de ce défenseur des écosystèmes et
contre la déforestation, permettrait de valoriser sa propre démarche écologique. Dans cette même logique, Emmanuel Macron avait reçu en mai 2019, puis à nouveau le 4 juin dernier, le chef Raoni, défenseur des tribus indigènes et de la forêt amazonienne au Brésil. Macron souhaiterait peut-être aussi avoir le président brésilien de son côté pour garder un œil sur ces fameux BRICS, ce club très fermé, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'organise quand même au fil des années dans cette nouvelle organisation géopolitique que prend le monde avec la guerre en Ukraine. Et bien sûr, il s'agit de discuter et de négocier sur l'accord de libre-échange du Mercosur, dont on parlera un petit peu plus tard. Et donc, vous nous disiez, ça avait bien démarré. Oui, avec même aussi... Non, il y avait aussi un petit point positif, le soutien qu'a apporté Emmanuel Macron, évidemment, au moment dont vous en avez parlé, de l'attaque du palais présidentiel en janvier 2023 par des partisans de Bolsonaro. Mais rapidement, en effet, la joie a fait place à peut-être une déception dont on parle, une prudence aussi. Les signaux faibles du président brésilien ressortent davantage, incapacité à assurer la protection des peuples autochtones, à préserver l'Amazonie face à une Chambre des députés qui reste fortement conservatrice, comme vous l'avez dit. Et puis aussi sa volonté de garder cet axe non aligné qui crispe l'Occident et les propos dont vous avez parlé sur la guerre en Ukraine qui choquent énormément. Donc les invitations entre Macron et Lula se multiplient, mais il y a beaucoup plus de prudence. Et alors, on va terminer avec une communication qui se fait plus discrète. Oui, alors parce qu'il y avait une invitation de Macron pour Lula au sommet pour un nouveau pacte financier mondial, et il y avait un déjeuner qui était organisé en grande pompe. Au départ, c'était vraiment avec des photos, des images, et puis très rapidement, c'est devenu beaucoup plus discret. Silence radio, en fait, sur ce qui s'est réellement dit pendant ce déjeuner. Il y a d'autres rendez-vous qui sont prévus. Le G20, qui est présidé par le Brésil et organisé à Rio en novembre 2024, la COP 30 aussi en 2025, mais il faudra voir ce qu'Emmanuel Macron choisit. Est-ce que ça sera une communication en grande pompe ou alors plus discrètement pour mener à bien la diplomatie, mais à l'abri des regards. Merci beaucoup, Émilie. Anthony Bélanger, ça peut paraître anecdotique, mais quand Lula est venu à Paris, alors il a fait Paris-Rome, il avait critiqué la nourriture de palais, de palais présidentiel. C'est pas seulement... Enfin, il y a aussi un sens politique. Bien sûr, parce que c'est opposer deux mondes. Opposer lui, qui est un syndicaliste, qui a peiné pour arriver au pouvoir, qui a été élu 3 fois, qui a fait de la prison, qui a 77 ans, un vieux briscard de la politique, et surtout son pays, qui est un pays agricole, une énorme exportation, d'énormes exportations agricoles, le pays de l'avenir. C'est ce que disait De Gaulle, le Brésil est un pays d'avenir, il le restera. Et c'est justement ça qu'il peut reprocher, et qu'il reproche d'une certaine manière à ces pays européens qui pètent dans la soie, qui sont aristocratiques, qui refusent absolument de comprendre ce qu'est le Brésil, de ce que sont les puissances de demain. C'est ça qu'il dit quand il dit on mange mal en France et en Italie. Et d'ailleurs, il humilie un petit peu au passage Emmanuel Macron en le renvoyant dos à dos avec Giorgia Meloni, en sachant que ça risque de bien l'agacer. Oui, évidemment. Évidemment, ça agacerait Emmanuel Macron. Le symbole, c'est vrai, ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est le côté nourriture populaire qui l'oppose à Macron. On est dans les palais présidentiels. Il y a aussi vraiment ce côté-là sous-jacent, surtout qu'il était quand même venu pour obtenir quelque chose sur l'accord Union européenne-Mercosur. C'est le côté, je défends mon agriculture, qui est un nouveau modèle, qui est puissante. Et pour l'anecdote, moi, j'étais à la conférence de presse de Lula à la suite de la visite. On voit vraiment que c'est un peu à minima. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que quand même le déjeuner à l'Élysée c'était organisé en grande pompe. Donc là, le samedi matin, Lula a quand même convié toute la presse. Donc effectivement, on a eu le droit à une conférence de presse, mais je peux vous dire que le discours était quand même très mesuré. On n'a rien appris et pour cause. Il n'y a quand même pas eu de déclaration d'accord important. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de déclaration commune, et c'était vraiment à minima, y compris dans les questions qui ont été posées par la presse. Bruno Meyer-Feldko, les images de Lula et Macron côte à côte dans les sommets internationaux, il y en a beaucoup pour des raisons d'ordre alphabétique, protocolaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment elles sont interprétées, analysées, commentées au Brésil? C'est ce duo, je ne sais pas d'ailleurs si les Brésiliens en parlent beaucoup, ce duo Macron-Lula. Non, les Brésiliens n'en parlent pas beaucoup. Le Brésil, c'est un pays, ça a été rappelé, de plus de 200 millions d'habitants. C'est un pays gigantesque, mais c'est aussi un pays extrêmement isolé, non seulement dans l'hémisphère sud, en Amérique latine, géographiquement, mais c'est un pays qui pense assez peu sa place dans le monde. En réalité, c'est pensé par quelques géopoliticiens et quelques chercheurs de l'élite, mais le peuple, en général, a
pas d'intérêt particulier, un peu comme aux États-Unis, à penser le monde en général. Ce qui est sûr, c'est que ces images de Lula, elles sont très exploitées. Propagande du pouvoir et du Parti des travailleurs, justement pour vendre un Brésil de retour, c'est ce que dit tout le temps Lula, de retour sur la scène internationale, qui retrouve son rang à l'étranger. Macron, de manière spécifique au Brésil, Emmanuel Macron, il n'a pas une image excellente, en particulier à cause de ses attaques contre Jair Bolsonaro en 2019, non pas tant pour s'être bagarré avec Jair Bolsonaro, qui est loin d'être aimé de tous les Brésiliens, mais plutôt pour ce qui a été ressenti comme une attaque contre la souveraineté brésilienne en Amazonie. Et à l'époque, même la gauche du Parti des travailleurs, et jusqu'à Lula, que j'avais interviewé à l'époque, disait « Oui, on protège l'Amazonie, mais c'est les Brésiliens qui protègent l'Amazonie, c'est pas un patrimoine mondial de l'humanité. » Ils étaient très gênés par Emmanuel Macron à l'époque. Alors, évidemment, Lula a une énorme gratitude envers Emmanuel Macron, puisqu'il l'avait reçu à l'Élysée en novembre 2021, presque un an avant l'élection présidentielle, alors que Lula commençait tout juste à rentrer en campagne. Il l'avait reçu avec tapis rouge, garde républicaine, un entretien de plus d'1 heure, je crois. Et ça avait énormément été exploité par les équipes du Parti des travailleurs pendant la campagne. Il a une grande gratitude envers Emmanuel Macron, mais on a vu aussi que leurs positions pouvaient diverger sur le traité de libre-échange du Mercosur ou sur l'Amazonie et bien sûr sur la guerre en Ukraine. Ouais. Alors ce Lula qui sillonne l'Europe et le monde, on va voir plusieurs images comme ça de voyages diplomatiques du président brésilien en Europe, en France, en Italie, Chine. On va les voir se défiler pendant quelques secondes avec quand même un élément important, François-Michel Le Tourneau, c'est de dire que il y a un isolement qui existait sous Bolsonaro qui a été en partie rompu. Ça, c'est un premier élément qui est... Enfin, le thème de notre débat, c'est la déception Lula avec un point d'interrogation. Là, c'est plutôt dans la colonne plus, quand même. On ne peut pas dire le contraire. Non, tout à fait. Il a eu plutôt un grand succès. Alors après, c'était pas très difficile parce que déjà, son prédécesseur était franchement un rustre et en plus, il a tout fait pour isoler le Brésil. Donc, il suffisait d'apparaître au balcon et tout à coup, tout le monde est content. Mais je voulais revenir sur l'histoire de la critique de la nourriture de palais. Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose à vocation interne parce que justement tous ces voyages commencent à être critiqués au Brésil. On commence à dire mais Lula finalement il faudrait que tu t'occupes de nous. Il s'habitue aux avions, il s'habitue au luxe. Donc c'est une manière de revenir dans la politique nationale en disant non, je ne fais ça que par obligation parce que voilà. Et voilà. Et il est moqué d'ailleurs. Ça fait partie sur la multiplication des voyages et des déplacements internationaux. On a commencé à l'entendre. Sa participation à la COP a été critiquée aussi parce qu'il a embarqué dans le jet d'un entrepreneur privé. Enfin bon, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et la deuxième chose, sur la question de la protection de l'Amazonie, effectivement, les déclarations de Macron en 2019 qui avaient beaucoup irrité, y compris le président Lula, à l'époque le prisonnier Lula, qui avait déclaré qu'à ce compte-là, la NASA aussi est un bien public mondial et qu'il souhaitait que les États-Unis la donnent à l'ensemble de la planète. Voilà, donc c'est pour donner l'image que les Brésiliens ont de cette histoire. Alors, on a un mot, allez-y. Juste pour dire que Emmanuel Macron, j'en suis absolument convaincu, n'a pas pu s'empêcher de lui faire la leçon. C'est-à-dire que c'est grosso modo, il a probablement rendu de grands services à Lula, qui a su lui savoir gré, mais je ne m'imagine pas un instant qu'au moment de ce repas, il lui a pas fait la leçon sur l'Amazonie ou la leçon sur autre chose, sans se rendre compte qu'un rapport personnel ne signifie pas... Il n'y a rien de personnel dans la diplomatie mondiale, rien de personnel. Il va falloir qu'un jour quelqu'un le lui explique à Emmanuel Macron. Rien de personnel, et sinon on finit toujours par se fâcher avec les gens avec lesquels on pense avoir d'excellentes relations. Alors, vous avez les uns et les autres fait référence au Mercosur. On va tout de suite en savoir plus grâce à Audrey Vettas. Rebonsoir Audrey. L'élection de Lula, elle a relancé, on va dire, cet accord entre l'Union européenne et les pays de l'Amérique du Sud, accord qui avait été bloqué par l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, essentiellement pour des raisons écologiques. Bon, on est 6 mois après le retour de Lula au pouvoir. Est-ce que ça a vraiment avancé? On en est où? Eh bien déjà, il faut expliquer qu'on parle d'un serpent de mer avec un accord qui est dans les cartons depuis les années, tenez-vous bien, 90. Un projet d'accord économique donc entre l'Union européenne, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Je ne cite que les membres permanents. Il avait été relancé en 2019 avant d'être bloqué par la France notamment. Raison invoquée, les déforestations massives en Amazonie sous Jair Bolsonaro. Si l'accord a été relancé, vous l'avez dit aussi, c'est parce que Lula a engagé la parole présidentielle en promettant zéro déforestation d'ici 2030. Autre point positif, Lula veut cet accord. Écoutez. L'urgence s'accélère elle-même par le fait que le président brésilien est en train de prendre la présidence
pour 6 mois du Mercosur. Et donc tout ça crée un moment, une opportunité pour avancer dans ce dossier qui est effectivement bloqué depuis 2019. Sauf que voilà, entre 2019 et la reprise des négociations, l'Union européenne a adopté plusieurs lois pour renforcer la protection de l'environnement. Elle impose à ses partenaires commerciaux de nouvelles contraintes, et notamment aux pays du Mercosur si l'accord était signé, contraintes qu'ils ne sont pas prêts à accepter. En gros, et pour schématiser, l'Union européenne demande aux pays sud-américains désormais de produire dans le cadre du respect des objectifs de l'accord de Paris, mais de manière contraignante. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, il y a des dispositifs de sanctions qui seraient appliqués contre les pays sud-américains si ce qu'ils faisaient ne permettait pas de répondre aux objectifs de l'accord de Paris. Or, les pays sud-américains, et en particulier le Brésil, réfutent cet argument, rappelant que l'accord de Paris est non contraignant. Et puis Lula joue sa partition en défendant ses intérêts et ceux de ses alliés. Justement, sur le fond, il juge pour l'instant que cet accord est déséquilibré au détriment des pays d'Amérique du Sud. Et c'est en partie pour cela que ça coince. Dernière intervention. Globalement, il est perçu comme asymétrique. Ce mot est très important. D'abord parce qu'il considère que c'est un accord qui ne laisse aux pays sud-américains que la possibilité de continuer à exporter des matières premières et des ressources naturelles à faible valeur ajoutée sur les marchés européens. Et la négociation de quotas d'exportation plus ou moins importants, pour eux, ne suffit pas. Ça ne suffit pas à faire un bon accord. Alors Lula a annoncé qu'il ferait des propositions dans les semaines à venir. Et puis pour être tout à fait exhaustif, il faut aussi rappeler qu'il y a certains pays de l'Union européenne qui ne sont pas en faveur de cet accord. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça coince. Évidemment. Merci beaucoup Audrey Vueltas pour tous ces détails. Virginie Jacoberger-Lavoué, c'est vrai que parfois on a le sentiment que personne n'en veut vraiment de cet accord. Comment vous l'analysez? Surtout peut-être pas la France. Oui. On a quand même un rôle particulier avec notre agriculture et quand même cet accord. Alors, on comprend aussi les positions brésiliennes. Depuis le temps, effectivement, c'est un vrai serpent de mer. Je pense que un des seuls ministres, c'est justement Celso Amorim, qui est maintenant un peu l'émissaire spécial pour les relations internationales de Lula, qui vraiment a été précédemment ministre des Affaires étrangères et qui a connu le commencement de... Mais franchement, à quel accord on peut comparer cet accord Union européenne-Mercosur, parce que c'est vraiment, on n'en finit plus, quoi. C'est assez phénoménal. Après, on sait, la rupture Bolsonaro, on la comprend très bien. C'est vrai qu'après cette rupture, on comprend aussi que normalement le processus devait être lancé. Et après, dans son contenu, on voit bien que les positions sont quand même presque irréconciliables. Il y a quand même un vrai problème sur le fond. C'est quand même deux modèles complètement... Enfin, si on prend par exemple schématiquement, quand même... On peut dire que quand Lula est venu, je pense, à Paris avec cette idée d'obtenir, parce qu'il y a quand même un peu ça en coulisses, d'obtenir de la part de Emmanuel Macron en se disant... Écoutez, nous, nos premiers clients, c'est la Chine. Il y a nos amis russes, il y a la Chine. Maintenant, l'Europe, faites quelque chose pour, justement, dans ce monde qui change, dans ce Sud qui devient de plus important, pour jouer notre jeu. D'une certaine manière, il est aussi venu avec cet accord Europe-Mercosur, avec un caillou un peu dans la chaussure, parce qu'il est évident que d'un point de vue européen, ça pose un certain nombre de problèmes, et en premier lieu, justement, à la France, de par l'importance de son agriculture et d'un modèle qu'on entend préserver. Mais vous disiez l'un et l'autre que le logiciel de Lula était peut-être un peu daté, mais est-ce que le logiciel de cet accord n'est pas daté lui aussi? C'est fini. Est-ce que c'est pas le libre-échange dont une grande partie des pays du monde, pas tous, là encore, ne veut plus? Le dernier pays à s'être glissé entre les mailles du filet, c'est le Canada. Et regardez un peu les réactions qu'on a obtenues. Le Canada, c'est 38 millions d'habitants. C'est peut-être le deuxième pays le plus important au monde, mais c'est 38 millions d'habitants. Et c'est à peine vivable sur la partie sud. Donc le problème du Canada ne posait pas du tout le problème que poserait à l'agriculture européenne le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay. On a affaire à des géants mondiaux. On importe déjà énormément de soja et des soja OGM qui posent véritablement des soucis. En plus, la grande période des accords de libre-échange, qui était celle des années 80, 90, 2000, c'est terminé, c'est fracassé sur d'une certaine façon encore en plus sur la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui a changé à ce moment-là. Et probablement pour les accords de libre-échange, même beaucoup avant, il est impossible pour la France, qui n'est même pas la première agriculture d'Europe. C'est ça qui est fascinant. C'est que ce pays qui se veut agricole n'est plus le premier exportateur de produits agricoles en Europe. C'est l'Allemagne, qui lui taille des croupières sur des tas de produits. Et donc,
C'est ce pays qui va bloquer, mais pour une bonne raison, qui est que ces accords de libre-échange, surtout de cette magnitude, ne passent plus auprès des opinions politiques, auprès des opinions publiques. François-Michel de Tourneau, votre avis là-dessus, est-ce que à l'ère de la relocalisation, de la souveraineté alimentaire, enfin voilà ces thèmes qui, pas seulement dans la société et l'opinion française, prennent de plus en plus de place, est-ce qu'on peut encore imaginer signer un traité de libre-échange comme celui-là? Alors la question se pose, mais je pense surtout qu'on parlait de logiciels datés. Je pense que ça, c'est l'Union européenne qui n'a pas le bon logiciel et qui est daté. C'est-à-dire que nous pensons encore que nous sommes le centre du monde et que notre puissance économique fait que tout le monde va nous donner les concessions que nous souhaitons et que nous pouvons imposer aux gens des conditions, des punitions, etc. Le Brésil a changé de logiciel, nous dit maintenant je fais 40% de mon commerce avec la Chine. Donc si c'est pour exporter des productions agricoles à bas coût, ils achètent là-bas très bien. En plus, ils ne me posent aucune condition. Donc voilà, donc proposez-nous quelque chose de mieux. Et effectivement, nous voyons que nous ne sommes pas en ce moment capables de proposer au Brésil autre chose, notamment un véritable accord sur, non pas l'agriculture, parce que ce serait peut-être pas le centre du sujet, mais ce serait l'industrie. Que le Brésil veut s'industrialiser, nous avons des produits industriels, il y a des questions de services. Voilà, c'est sur ces points-là peut-être qu'on pourrait discuter avec le Brésil, on s'aperçoit qu'on ne le fait pas. Émilie ? Je ne suis pas complètement d'accord, parce que l'Union européenne a quand même gobé pas mal d'accords et de choses qui étaient défavorables sans imposer, je pense à la Chine notamment, en ayant peur à chaque fois des représailles sur le vin français à chaque fois. J'ai l'impression, moi ça me rassure plutôt que justement, peut-être parce que c'est contextuel et que cet accord est plus du tout imaginable par rapport au temps qui court de besoins de relocalisation, de souveraineté alimentaire, agricole, tout ce qui suit la crise Covid, la crise en Ukraine. Moi, ça me rassure plutôt que l'Union européenne se réveille un peu et n'accepte pas tout. C'est vrai que c'est un gros pays, une grosse agriculture, ça représente beaucoup, mais c'est quand même assez rassurant qu'elle reste pas l'enfant un peu idiot qui se laisse avoir. L'idiot utile, c'est ça? Moi, je trouve que oui, ça me rassure peut-être. À propos de cette agriculture, le Brésil, premier pays mondial utilisateur de pesticides. Donc quand même, c'est un modèle oui, bien sûr, mais c'est quand même un modèle agricole. On est aussi de ce point de vue-là d'une hypocrisie sans limite. Hors valeur ni contrôle. Alors, il y a le vrai problème, et là vous avez raison de le souligner, c'est que l'Europe est affaiblie. C'est-à-dire, grosso modo, notamment avec, encore une fois, cette guerre en Ukraine et d'autres soucis, l'Europe est affaiblie. Elle est affaiblie par les nationalismes, elle est affaiblie par d'autres interprétations d'elle-même qui prévalent en ce moment dans un certain nombre de pays. Elle est affaiblie aussi au moment de négocier avec un Brésil qui, pour le coup, je pense qu'il n'a pas changé vraiment de logiciel, que d'abord ils veulent exporter vers l'Europe, s'ils le peuvent, leurs produits agricoles, parce qu'ils l'ont toujours fait. C'est ce que le Brésil a d'abord à proposer. Maintenant, effectivement, il faut discuter industrie et services, et personne ne le fait pas. Mais le vrai problème, c'est vraiment l'affaiblissement de l'Europe. Allez, on va parler de l'Amazonie. Il nous reste 7-8 minutes dans ce débat. Là aussi, pour essayer de faire un bilan de l'action de Lula sur la lutte contre la déforestation. Alors, ce premier chiffre, on pourra le remettre en question un peu plus tard, mais je vous donne ce chiffre, 356 km² de forêt amazonienne détruite au Brésil en mars 2023. Si on compare un an auparavant, ça fait une augmentation de 14%, qui était la dernière année de Bolsonaro, qui s'autoproclamait capitaine tronçonneuse, je le rappelle. Lula, pourtant, il affirme que son plan d'action va inverser la tendance. On l'écoute. Nous venons de relancer le plan d'action et de lutte contre la déforestation en Amazonie légale qui, dans sa version précédente, au cours de mes 2 premiers mandats, a produit la plus grande réduction des taux de déforestation en Amazonie de toute son histoire. Nous relançons la création de zones protégées, de parcs et de réserves. François-Michel de Tourneau, est-ce que la tendance est en train de s'inverser? C'est-à-dire, est-ce que depuis le début de cette année 2023, on commence à assister à cette inversion de tendance? Alors, en Amazonie. Je suis désolé, mais ça va être trop tôt. C'est trop tôt pour le dire. Alors déjà, parce que l'indicateur qui est utilisé, cet indicateur mensuel, n'est qu'un indicateur très indicatif et très approximatif qui dépend du climat notamment, parce qu'on brûle plus quand il fait plus sec et la saison sèche peut changer de place. Donc il va falloir attendre septembre pour qu'on ait le compte sur l'année qui est comparable d'une année sur l'autre. Et déjà là, on y verra un peu plus clair. La deuxième chose, je suis désolé de revenir toujours 20 ans en arrière, mais les années les plus fortes de déforestation au Brésil, c'est 2003 et 2004. Quand Lula est arrivé au pouvoir. Lula. Donc on a quoi? On a une fausse image d'un Lula défenseur de la forêt brésilienne? C'est pas ça, mais c'est comme faire tourner un paquebot. Il faut du temps. Donc il faudra 1, 2, 3 ans à Lula pour récupérer. Et le dernier point qui est important là-dessus, c'est que la déforestation sous Bolsonaro a augmenté considérablement, mais elle n'a jamais été au son plus fort que le tiers
ou un peu plus 40% de ce qu'elle a été au plus fort du début du gouvernement Lula. Donc voilà, les choses sont un petit peu plus complexes quand on regarde les chiffres que ce qu'on peut imaginer au départ. Oui. Maintenant, le fait est que le plan qu'il avait lancé en 2003-2004 et qui a duré pendant 8 ans, c'est surtout ça qui fait son succès, a amené une énorme réduction de la déforestation. On peut espérer qu'ils prennent le même chemin, même si c'est un dernier point. Le gouvernement Lula vient de se faire réorganiser son gouvernement par l'Assemblée nationale, puisque c'est l'Assemblée nationale qui vote l'organisation du gouvernement, et ils ont légèrement écorné les pouvoirs du ministère de l'Environnement, juste pour expliquer, écoutez bien, on n'est pas complètement d'accord, donc ceci va se négocier. Bruno Meierfeld, localement, dans cette région de l'Amazonie, qui détient le pouvoir et quelle est la marge de manœuvre d'un Lula, d'un président ? Il y a des marges de manœuvre parce que la destruction a tellement augmenté sous Jair Bolsonaro que, en remettant en place des politiques coercitives, des amendes, des agences de protection de la nature, tout simplement des gens compétents à la tête du ministère de l'Environnement, on peut avoir une réduction de la déforestation. C'est effectivement beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit par rapport à la protection de l'Amazonie sous Lula, mais je crois que sur les 5 premiers mois de l'année, on a quand même eu une réduction d'à peu près 30% de la déforestation par rapport au même mois l'an dernier. Alors personne ne dit que c'est soutenable sur l'ensemble de l'année, la saison sèche vient à peine de commencer, mais c'est quand même un premier signal positif. Moi, je pense qu'il faut aussi être attentif à plusieurs facteurs, et notamment à plusieurs biomes, parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie qui est menacée au Brésil, il y a aussi d'autres types de végétation, et notamment le cerrado, qui est une savane qui recouvre 25% du Brésil, qui est une immense source de biodiversité et hydraulique également, et qui aujourd'hui subit une destruction sans précédent, même sous les années Bolsonaro. Quand vous interrogez les agences de protection de l'environnement et les spécialistes du sujet, ils vous expliquent que Lula et l'agronégoce savent qu'ils doivent faire des efforts sur l'Amazonie pour l'image internationale et la vente des produits brésiliens, mais qu'en échange, une destruction du cerrado qui arrive souvent, même majoritairement dans des États gouvernés par des personnalités de gauche, voire des personnalités du Parti des travailleurs au Brésil, là, on peut y aller, et là, c'est autorisé, et c'est ce qu'on perçoit. Je crois qu'au mois de mai, la destruction du cerrado a augmenté de 81%. Ce qui s'était jamais vu même sous Jair Bolsonaro. Donc il faudra, quand on fera le bilan de Lula, et encore une fois c'est beaucoup trop tôt, il faudra voir l'ensemble de la galerie. Et notamment, Lula appuie un certain nombre de projets d'infrastructures en ce moment au Brésil qui sont extrêmement nocifs pour l'environnement, des forages pétroliers dans l'embouchure de l'Amazone, ou encore une ligne de chemin de fer qui traverserait le Mato Grosso pour permettre d'exporter plus facilement les cultures du soja. Donc il faut aussi faire attention à l'ensemble et pas n'être focalisé que passionnant, vous avez élargi le curseur. Il ne faut jamais oublier que Lula, c'est un peu un syndicaliste CGT, c'est-à-dire pro-nucléaire, pro-industrie, Non, mais il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire c'est un syndicaliste, il aime l'industrie, et il veut que son pays se développe. Par ailleurs, c'est très bien d'avoir fait la différence entre Cerrado et Amazonie, parce qu'effectivement, c'est l'ensemble qui doit être considéré comme étant un problème écologique. Merci beaucoup. On termine là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de vos livres, Virginie Jacoberger, L'Avoué, Brésil, voyage au pays de Bolsonaro, paru aux éditions du Rocher, et Bruno Meierfeld, Le cauchemar brésilien, qui est lui publié aux éditions Grasset. Voilà, merci encore une fois à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Sens Public. Vous pouvez retrouver tous les programmes de la chaîne sur notre plateforme publicsénat.fr, et puis notez que Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, sera l'invité d'Oriane Mancini demain dans la matinale vers 8h du matin. Belle soirée.